À l'origine de ce colloque, il y a l'hypothèse qui est défendue par la chaire Paysage et Énergie que la transition énergétique est aussi une transition paysagère, puisqu'elle transforme le territoire, c'est-à-dire le paysage dans sa dimension matérielle, mais aussi les façons d'y vivre, donc nos multiples relations au paysage dans sa dimension sensible. Cette transition, elle représente évidemment un défi considérable, qui est assez peu questionné encore au prisme du paysage et encore moins en termes économiques. Ce qui nous pose diverses questions sur les liens entre les valeurs du paysage et l'économie de la transition. Cette relation entre le paysage et l'économie s'est construite progressivement, qu'il s'agisse de la valeur du paysage, de la valeur économique du paysage, ou des manières dont l'économie peut intégrer les multiples valeurs du paysage parmi d'autres valeurs. Ce survol fait apparaître trois approches principales dans les liens entre l'économie et le paysage. La première, qui est associée à l'économie de l'environnement, cherche à intégrer le paysage dans les théories économiques standards, en se concentrant sur l'évaluation économique des aménités ou des biens environnementaux, culturels ou paysagers. La deuxième approche est plutôt interdisciplinaire et inspirée de l'économie écologique. Elle cherche à aborder la complexité du paysage en le considérant comme un système à la fois écologique, social et économique. La troisième approche, à visée plus opérationnelle, cherche à prendre en compte le paysage dans les politiques publiques de développement durable par une approche économique aidant à la prise de décision politique. Ces trois approches font donc appel à des principes d'évaluation des valeurs du paysage qui relèvent de critères et de principes économiques différents. L'économie du paysage, à ses débuts, s'est plutôt développée en tant qu'une branche de l'économie de l'environnement, qui se présentait elle-même comme une branche de l'économie, de la sphère économique, reliée à la question écologique. Cependant, le paysage est intégré dans les logiques de l'économie de l'environnement, mais on a pu voir que ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus efficient en termes d'action pour orienter les processus de développement durable. La seconde approche, celle de l'économie écologique, intègre plutôt le paysage dans les résonances socio-écologiques, avec une meilleure résonance entre les sphères de l'économie et de l'écologie. On pourrait donc imaginer replacer l'économie du paysage au cœur des politiques de développement durable, ce qui pourrait peut-être faciliter son opérationnalité, en portant attention à ses relations tant à l'économie écologique qu'à l'économie sociale et solidaire ou à l'écologie politique. Cependant, aujourd'hui, et depuis quelques dizaines d'années, une approche alternative au développement durable émerge qui reconsidère les relations entre ces trois sphères selon une approche plus systémique et plus globale. Selon cette approche, on considère que les systèmes économiques ne constituent qu'un aspect de systèmes sociaux et humains qui sont eux-mêmes intégrés dans des écosystèmes, des systèmes écologiques qui les englobent et les dépassent, allant de l'échelle d'un écosystème à celle de l'écosphère planétaire. L'économie du paysage, resituée dans cette approche systémique globale, devient une branche d'une économie qui fait partie de la société, qui fait elle-même partie d'un système écologique global. L'intérêt de l'économie du paysage, selon cette approche systémique, réside non pas seulement dans son positionnement à l'intersection de trois sphères, mais plutôt dans sa profondeur potentielle, c'est-à-dire dans son potentiel à rassembler les problématiques économiques, sociales et écologiques de manière transversale. Maintenant, revenons aux valeurs. D'abord, la Convention européenne du paysage dit perception. C'est différent de représentation sociale. La perception, c'est davantage utilisé dans les pays anglo-saxons et ça renvoie plutôt au sens humain. La vue, l'ouïe, l'odorat, etc., le goût, le toucher. La représentation sociale, c'est plus utilisé dans les pays latins et ça renvoie davantage au groupe social ou à l'individu. Alors ça, c'est ma théorie. Vous en ferez ce que vous voudrez. Représentation sociale, il y a trois échelles. D'abord, l'échelle globale, qui renvoie au modèle paysager formé par la relation de l'être humain à la nature, le modèle du pays de cocagne, le pastoral ou le bucolique, le sublime, le modèle pittoresque, le modèle régional, le modèle dit moderne, entre guillemets. On ne sait pas très bien ce que c'est. L'échelle locale, qui renvoie à la culture locale de la nature et de son territoire de vie, la confrontation, etc., et aussi aux rapports sociaux. Et puis l'échelle individuelle, qui concerne l'expérience personnelle de chaque individu et qui est irréductible à l'individu et dont on ne peut pas se servir dans l'opérationnel. Cette question des sentiments, elle renvoie à une notion
que je trouve très importante et très intéressante, c'est la notion de bien-être ou de mal-être. Eh bien, on pourrait dire que ces critères de bien-être pourraient être considérés comme des indicateurs d'évaluation de la qualité des paysages. Les critères de bien-être, ils permettent d'évaluer le ressenti des individus à un équipement producteur d'énergie, comme une éolienne, un barrage, etc. Ces critères, donc, comme je l'ai dit, peuvent être considérés comme des indicateurs d'évaluation des effets des projets de production d'énergie sur les paysages. Entre paysage et énergie, je dirais que les relations sont à peu près les mêmes que pour d'autres domaines. C'est des relations très dépendantes des représentations sociales, c'est-à-dire des représentations que les acteurs se forgent des paysages. Il faut donc tenir compte des sens humains ou des sentiments, du bien-être ou du mal-être que les acteurs ressentent, avec des critères qui peuvent être considérés comme des indicateurs. Et en écologie territoriale, on essaye de décrire un paysage à travers son métabolisme, c'est-à-dire qu'on essaye d'identifier quels sont les flux qui circulent dans un territoire comme mode de décrire, d'un point de vue avant tout matériel, le fonctionnement du territoire. Donc c'est des flux d'énergie, c'est des flux de matière, c'est des flux d'eau. Et ces flux circulent, ils viennent de quelque part, ils rentrent dans le territoire, parfois ils sont déjà dans le territoire. Comment circulent-ils à l'intérieur du territoire? Et ensuite, il y a aussi des flux qui sortent du territoire, qui vont vers d'autres lieux dans le monde. Parce que lorsqu'on analyse les activités créatrices de richesse d'un territoire, il est fondamental de savoir, pas seulement au niveau des individus, mais au niveau aussi du territoire, quelles sont ses capacités, c'est-à-dire quelles sont ses capacités à se saisir des ressources, à être autonome dans ses prises de décision. Ce qui veut dire que, globalement, en introduisant les capacités, on introduit aussi les questions de relations de pouvoir entre acteurs au sein d'un territoire et entre ce territoire et les autres échelles d'action, par exemple nationale, européenne, internationale, etc. etc. Vous voyez, il y a l'échelle d'action qui est nécessaire. Quand on fait du développement territorial, quels sont les acteurs qui sont derrière ce développement territorial? Est-ce que les acteurs locaux continuent à avoir leur mot à dire et donc un certain nombre de capacités dans leur façon de construire les richesses? Qui, entre guillemets, produit les paysages? Alors, du coup, il y avait trois façons de faire, en fait. La première, en fait, c'est finalement, les paysages, ils sont produits par les écosystèmes. Et les êtres humains, ils sont là. Mais bon, voilà. Donc, du coup, finalement, les paysages, c'est le produit des services rendus par les écosystèmes, des services écosystémiques. Voilà. Première conception. Deuxième conception, c'est non, le paysage, ça peut être aussi quand même le produit des activités humaines, mais pas volontairement. Alors, dans mon jargon d'économiste, on appelle ça des externalités. Externes au marché, etc. Et donc, les externalités, finalement, l'idée, c'est que les paysages, ils sont produits, mais fortuitement, par les acteurs économiques quand tous les jours, ils produisent ou ils consomment, quoi. Voilà, donc ça, c'est quand même aussi l'essentiel de la production paysagère non intentionnelle. Et puis, le dernier approche, c'est ce qu'on pourrait appeler finalement des activités volontaires de production de paysages. Alors, je les appelle les services environnementaux à finalité paysagère. C'est ce que je mettais dans mon doctorat. Et en fait, ces activités-là, volontaires, finalement, elles sont minimes par rapport aux deux autres, les services écosystémiques ou les services externalités, mais elles sont très importantes. La politique de la santé produit des paysages, la politique fiscale produit des paysages. Bien sûr, la politique foncière, la politique par exemple, des plans locaux d'urbanisme ou des SRADET, etc., produisent cette fois-ci intentionnellement du paysage. Mais une grande partie des politiques publiques produisent aussi sans le savoir des paysages. Ce qui est important derrière tout ça, c'est finalement quel est notre projet collectif autour du paysage. Et je trouve qu'il y a aussi quelque chose qu'on pourrait souligner, c'est ce grand débat. Alors je le dis en anglais parce que ça sonne mieux. Entre land sharing et land sparing, entre l'intégration de l'approche paysagère avec d'autres enjeux, notamment économiques ou sociaux. Donc ça, c'est un peu le land sharing, on va partager, to share. Et le land sparing, on va plutôt faire un peu à la hollandaise. Si on reprend l'exposé tout à l'heure de Hugues Gimbul, finalement, on va séparer les usages. Et là, le beau paysage, uniquement pour ça. Là, la production industrielle ou agro-industrielle est uniquement pour ça. Et là, c'est un choix collectif. Ce sont bien des enjeux collectifs qui sont les nôtres aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.
Donc, les indicateurs du développement ne seront pas uniquement économiques et touristiques, mais vont intégrer d'autres éléments indicateurs, comme l'aménagement, comme le transport, comme, bien sûr, l'ensemble des éléments liés à la qualité de vie. Évidemment, c'est l'interaction des 4 séries de valeurs environnementales, sociales, économiques et territoriales qui permettent de bâtir une grille d'évaluation, en sachant que ce travail-là, nous l'avons fait avec le souci de faire en sorte que les gestionnaires des sites puissent disposer d'un guide. Voilà, donc l'idée, c'est tout simplement de se dire qu'on a 4 séries de valeurs qu'on peut subdiviser en 4 x 2, donc 8, et on voit comment on peut effectivement favoriser les interactions et les retombées, qu'elles soient économiques en termes d'emploi et d'activité, qu'elles soient directement impliquantes sur la qualité de vie et les impacts sociaux. Et les notions de bien-être qui ont été évoquées tout à l'heure et d'habitabilité et de capacité sont tout à fait déterminantes. Mais évidemment, ça suppose de faire un travail d'évaluation qui doit convaincre tous les partenaires du dispositif. C'est des paysages, les paysages du pétrole où l'énergie est omniprésente et à la fois invisible. Invisible puisque la production est totalement délocalisée à l'étranger et omniprésente parce que les usages sont tellement ancrés dans notre quotidien qu'on ne les voit même plus. Donc la transition énergétique et plus largement la transition écologique, ça doit être la priorité absolue si on veut conserver un monde vivable. Or, on le voit, et parfois vous en êtes acteurs, et nous aussi, il y a régulièrement des blocages sur la concrétisation des projets qui permettent de réaliser cette transformation énergétique pour des raisons fondées sur les paysages. Il y a eu, et il faut le dire et on le reconnaît, parfois des erreurs dans la réalisation de certains projets. Il peut y avoir eu des concertations insuffisamment précoces qui mènent à la découverte tardive des projets par les habitants et donc une moins bonne appropriation. Mais les développeurs ENR font évoluer leurs pratiques au fil des années, de gré ou de force, mais ils les font évoluer. Mais il restera aussi toujours la limite du manque d'implication d'une majorité d'habitants dans la vie des communes. On a également un enjeu de friction entre certains habitants en raison, consciemment ou non, de la valeur qu'ils donnent au paysage. Cependant, il faut quand même relativiser cette opposition aux ENR. Dans un dernier sondage qui était paru là, au début du mois dernier, 8% étaient encore favorables au développement des énergies renouvelables. Parce que bien pensés et donc bien acceptés, les projets d'énergie renouvelable s'intègrent parfaitement dans les paysages et intègrent les imaginaires collectifs. Ils offrent une image de modernité et peuvent même devenir un nouveau marqueur identitaire revendiqué, comme on peut le voir avec les territoires à énergie positive, ou avec certains élus, comme M. Pallas, qu'on verra, je pense, après, qui sont fiers, après, d'avoir des énergies renouvelables chez eux. Les discours relatifs au paysage tournent autour de postures le plus souvent défensives, avec ce qui serait à protéger du changement. Or, le paysage, il est par essence en perpétuelle évolution, et sans renier ce qu'il a été, il est essentiel que les représentations prennent en compte ce qu'il est devenu et les infinies possibilités qu'il pourrait être. Ce qui menace nos paysages, c'est ni les éoliennes, ni les panneaux solaires. C'est l'augmentation de température de plus 4 degrés d'ici à la fin du siècle vers laquelle on fonce à toute allure. Ce sont les incendies dévastateurs, comme ceux qu'ont connu la Gironde en 2022 et qui ont menacé jusqu'au Cap Ferré, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est la fonte des glaces qui entraînera la disparition de la moitié des glaciers alpins d'ici 25 ans. Ce sont les sécheresses qui jaunissent les campagnes et assèchent les cours d'eau. C'est la montée des eaux et l'érosion de nos côtes. C'est la disparition des espèces animales et végétales qui créent notre environnement et donc nos paysages. La transition énergétique, c'est aussi une transition paysagère. La production d'énergie redevient visible et réinvestit les campagnes. L'enjeu est alors de la rendre compatible avec les différentes représentations de la campagne. Non plus seulement en termes d'impact visuel, mais aussi par la création de nouveaux paysages vers lesquels elle a pleinement sa place. Et c'est en ça que la chaire paysage et énergie a tout son rôle à jouer. Et doit laisser aussi au passé la représentation du rural champêtre isolé, qui n'est désormais plus guère pertinente. Donc il y a dans l'idée d'un possible élargissement de la comptabilité aux questions environnementales et sociales, la question de dire on ne va pas préserver uniquement les choses capitales financières, mais aussi ce qui relève du milieu environnemental et social. Et après, ça va générer d'autres façons de compter, parce que le but de la comptabilité écologique, c'est une comptabilité qui vise à la préservation. Donc là, on va compter pas seulement pour regarder voilà, la marge de l'entreprise, etc., mais on va compter pour savoir
quels sont les moyens qu'on est capable d'allouer à une transition écologique. Nous, on développe plusieurs comptabilités à la chaire comptabilité écologique. Il y a notamment la comptabilité CARE, Comprehensive Accounting in Respect of Ecology. Comprehensive, c'est pour dire intégré, c'est une comptabilité qui rassemble des informations financières et extra-financières. On va regarder ce que le cycle d'exploitation de l'entreprise va dégrader de son milieu, et on va suivre très précisément ses bons états écologiques. On va regarder, on va décider ensemble, c'est-à-dire l'entreprise et les acteurs de son territoire, quelles actions sont à mettre en œuvre pour préserver l'environnement de l'entreprise, environnement naturel et humain. Et après ça, on va décider de ces actions et on va regarder leurs coûts. Et ça, c'est des coûts qu'on va enregistrer au passif. Donc une dette de l'entreprise vis-à-vis de son territoire. Et ensuite, la question, c'est de dire, une fois que l'entreprise a fait son modèle d'affaires, a généré une marge, et ben cet argent ne va pas servir uniquement à rembourser le capital financier, mais va en même temps, et sans substitution possible, servir à des actions, justement à financer ces actions sociales et environnementales. Donc c'est ça cette logique d'intégration, c'est on regarde plusieurs critères et on a la comptabilité plutôt comme un système d'information et de réflexion, de problématisation du rapport entre la posture de l'entreprise dans sa création de valeur financière, son lien au marché, etc., et la posture de l'entreprise dans son milieu, c'est-à-dire son milieu local, dans une localité d'action. Voilà. Et on travaille aussi à la chaire comptabilité écologique à une comptabilité, cette fois-ci collective, au niveau d'un milieu de vie. Et là, l'idée, c'est pas de dire on part du modèle du cycle d'exploitation de l'entreprise, d'une entreprise, pour regarder ses impacts. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour amener plusieurs entreprises d'un territoire à faire moins d'impact ensemble. Donc c'est une comptabilité un peu de cogestion écologique. Et là, l'idée, c'est de partir directement des réalités de l'écosystème, de faire un diagnostic de l'écosystème, d'avoir ensuite des comptes publics de l'état de l'écosystème et d'avoir des comptes des efforts de chacun des acteurs, une entreprise, une collectivité, une association, etc., qui chacun mène des actions de préservation à leur échelle, et de voir qu'est-ce que ça donne au niveau du collectif. Mais le but est encore une fois pas seulement de calculer, le but est de donner un cadre de problématisation, un cadre de dialogue, un cadre de négociation permettant de penser une transformation écologique entre plusieurs acteurs. Comment est-ce qu'on fait pour faire coïncider une démarche de mise en œuvre d'un scénario économique territorial avec une politique de préservation des eaux, etc. etc. Et là, on a finalement la croisée possible entre le point de vue de l'entreprise qui, de son côté, a une logique de préservation, et un paysage qui est celui représenté par le collectif. C'est-à-dire, on peut penser finalement à travers une grille de préservation écologique, et quand je dis écologique, c'est relations entre humains et non humains, on peut avoir cette grille de discussion collective, une grille d'action collective, de négociation, voilà, de gouvernance d'un commun écologique, et se dire sur cette grille-là, si on a cette action de préservation écologique, qu'est-ce que ça donne en termes de paysage? Donc finalement, ça permet de relier la question du paysage comme un enjeu transversal entre d'un côté la préservation écologique et de l'autre côté le développement économique, et de le relier à différentes perspectives, différents acteurs qui viennent se regrouper pour délibérer, pour construire ensemble des scénarios de transition écologique. En janvier 2005, rendez-vous compte, un petit maire rural, un porteur de projet qui cogne à la porte et qui dit « Monsieur le maire, nous avons un projet de parc éolien sur votre commune. » Et on a appliqué la démocratie. Et donc tous les 3 mois, on a fait venir le porteur de projet au tableau, avec les rondes, tout ça, etc., les prescriptions et tout ce que vous voulez. Tous les 3 mois, le porteur de projet venait expliquer où il en était avec le projet. Et je dirais qu'on l'a bâti ensemble, la population, le conseil municipal et puis le porteur de projet. Mais je peux vous dire à quel point
On a fait modifier 3 fois le permis de construire. Sur ma commune, ça fait 5 60 000 euros, 5 60 000 euros de recettes fiscales en 10 ans. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Hein. C'est énorme, énorme. Je vais vous dire pourquoi après. Parce que dans le même temps, ma dotation globale de fonctionnement, ils me l'ont tout supprimé. Bon, je referme la parenthèse. Ensuite, on s'est bagarré aussi sur l'emploi. On a fait le centre de maintenance de parcs éoliens, donc il y a 24 techniciens, plus les sous-traitants d'Espagne, du Portugal et d'Allemagne, parce que c'est comme ça. Donc c'est sur ma zone artisanale de Saint-Georges-sur-Anon. On n'a pas laissé faire, ça devait aller ailleurs. Non, 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 non. Les éoliennes sont à Saint-Georges, le centre de maintenance, vous allez le faire à Saint-Georges. Quand on a fait le génie civil et tout, on avait des chômeurs sur la commune, ils y sont allés. Et tout ça, ça a contribué à la compréhension, au débat, à la normalité des choses. Au lieu que ça aille sur la planète financière, ça reste sur le territoire et dans les projets. C'est peut-être bête, mais je m'excuse, mais c'est le 21e siècle. Et quand vous êtes élu, le nid de poule, le mur du cimetière, c'est terminé. C'est les questions d'aujourd'hui. Par rapport au débat que nous avons, parce qu'effectivement, j'ai un souci avec les paysages. Ah ouais, je suis en Champagne et Berrichonne, c'est plat. Mais c'est plat de chez plat, hein. C'est la petite bosse. Là. Alors bon, au départ, il y en a eu 19. Après 9 de plus sur ma commune, et puis toute la Comcom, il y en a. Bon, bref, il y a 140 machines là, rien que sur la Comcom, quoi. Il y en a 178 sur le département. Alors bon, voilà. Alors un coup, il y en a trop. Un coup, le préfet, il faut les densifier pour libérer, oui, etc. On a un tas de trucs. Mais néanmoins, elles sont là, quoi. Voilà. Et donc là, j'avoue que depuis ce matin et tout à l'heure, je suis à la recherche d'idées, quoi. Je suis à la recherche d'un débat avec ma population sur le comment faire, le comment, etc., etc. On ne va pas les cacher, mais on a déjà commencé, puisque pourquoi un parc éolien, le réchauffement climatique, on a bien engagé tout ça, et on va commencer dans un cycle de repowering et tout, etc. Le repowering, et je fais le pari, j'ai fait le pari qu'on va avoir moins d'éoliennes avec plus de production. Ça, c'était intéressant. Et on a fait les fameuses cartes, donc. On a fait les fameuses cartes où c'est qu'on a défini, oui, potentiellement, on peut mettre de l'éolien, etc. Mais toujours pareil, sans aucune recherche paysagère, quoi. Donc, alors, moi, maintenant, j'ai besoin de vous. Partout où je passe, je le dis. Hein. Moi, j'ai besoin de vous. Hein. J'ai besoin de ce débat commun, mutualisé, appelez ça comme vous voulez. Mais on a besoin de réfléchir d'abord parce que vous y vivez, comme moi, etc. Mais si effectivement, techniquement, scientifiquement, le fameux bien commun et tout, etc., je pense qu'il faut qu'on y aille. Parce que il faut qu'on implique tout le monde dans le coup. Voilà. Donc dans la pratique, les habitants se déplaçant beaucoup, parce qu'en fait pour leur travail ils sont obligés de se déplacer beaucoup, vivent dans un monde éolien. Et ils s'y habituent très bien. Et il me dit, mais pour moi c'est un spectacle, c'est-à-dire que cette éolienne, là en l'occurrence, il la regardait. Il la regardait. Parce que beaucoup d'autres personnes ne font que les voir. Et toutes ces éoliennes, actuellement dans le Thouarcey, sont vécues finalement, non pas comme une aubaine extraordinaire, mais ni comme une fatalité, ni comme un destin inéluctable, mais comme finalement un accompagnement, comme d'autres accompagnements de changement, de ces paysages qui changent avec des urgences climatiques, avec un certain nombre d'autres facteurs, donc, parce qu'il n'y a pas que les éoliennes, il y a les capteurs photovoltaïques, il y a les usines de méthane. Donc la question énergétique est dans les consciences de tout le monde. Donc en fait, on a cette relation qui s'installe avec le paysage et de l'ordre de l'expérience collective. Mais c'est une expérience qui est en fait non dite. Elle n'est pas forcément repérée par des chercheurs de passage, mais elle est là, présente. Nous, les habitants, nous avons tous finalement les mêmes paysages sous le nez, ou sous les yeux plus exactement, et nous en faisons finalement un capital, en quelque sorte personnel et collectif, qui fait que finalement, on a de fait ce que j'appelle un en commun, je n'utilise pas le mot bien commun, un en commun paysager. C'est-à-dire un ensemble de traits, de caractères du paysage, sur les éoliennes, les églises, etc., les vignes et autres choses, et les villes, qui nous appartiennent, symboliquement évidemment, et qui font qu'on les accepte, pour autant qu'on imagine aussi qu'elles pourraient être un peu mieux implantées, qu'elles pourraient être plus discrètes, qu'elles pourraient être, etc., etc. Et l'en commun paysager,
la mise en commun, ce que fait la gouvernance territoriale des paysages, aboutit de fait à la création de nouveaux paysages. Et de nouveaux paysages qui ne sont pas nécessairement rejetés, mais qui finalement viennent à une sorte de mérite de pouvoir être regardés. Les communautés énergétiques réunissant parfois des communautés d'intérêt ou d'actionnaires militants et non l'ensemble des citoyens impactés malgré la qualité citoyenne qui leur est accolée. De même, là où certains voient dans les mâts d'éoliennes une figure de l'artificialisation anti-paysagère, d'autres y voient, et c'est quelque chose d'assez partagé dans cette salle, d'autres figures, on peut parler de moulins du futur où l'on moissonne le ciel, ramenant le paysage finalement dans l'ensemble des cas, sa perception subjective, à des projections imaginaires singulières, dans certains cas des projections imaginaires collectives, mais qui ne forment pas pour autant un commun, même si, et là moi je rejoins Pierre là-dessus, elles peuvent former par le partage, par la mobilisation, un non commun. Alors il y a une troisième approche, une troisième considération que je voulais vous livrer, qui permet peut-être d'envisager la résolution de cette double tension, alors qu'elle en paraît en première lecture éloignée. C'est celle qui reconsidère les paysages énergétiques hérités comme autant de communs négatifs. J'emprunte la formule au philosophe Alexandre Monin. Ce sont des objets ou des emprises initialement destinés à la production d'énergie, des centrales à charbon, des centrales à pétrole ou des grands établissements électro-intensifs qui s'imposent à nous collectivement et qui nous oblige. L'évolutivité, la réversibilité, la légèreté de ces communs négatifs apparaît comme la condition non pas tant de leur intégration paysagère que comme un prérequis à la construction possible d'un paysage temporellement ouvert. Un paysage temporellement ouvert à la sensibilité du présent comme aux nécessités du futur et inversement. Bref, à des communs à la fois énergétiques et paysagers sur lesquels les droits des usagers, citoyens, citadins ou nomades, peuvent s'exercer à partir d'un motif tantôt commun, tantôt distinct ou opposé, mais mutuellement acceptable. Il me semble que c'est par des droits sur les règles d'usage des espaces dédiés aux communs énergétiques, droits dont on ne peut exclure celles et ceux qui en sont partie prenante et recevantes via le paysage, c'est donc par ces droits-là que cet élargissement peut s'opérer. Et donc si on reprend cette formule, des droits des usagers, quel qu'en soit le statut, sur les règles d'usage d'un bien rival et non exclusif, on est bien là avec les paysages des communs énergétiques dans la définition la plus ostromienne des communs, ce qui certes constitue une contrainte mutuelle et donc peut-être un retard ou un ralentissement de l'accélération voulue de l'installation des énergies renouvelables, donc une contrainte mutuelle certes, mais ça ne forme pas, ou en tout cas de manière moins forte, un sentier de dépendance et invite au contraire à de nouvelles coopérations. Eh bien parce que je vous propose une hypothèse en guise de conclusion à notre sujet sur les valeurs du paysage et l'économie de la transition. Et quelque part, si ce que le paysage apporte à l'économie de la transition se trouvait dans un mouvement qu'on peut observer chez les acteurs, qui est un mouvement, chez les acteurs notamment qui réfléchissent à la transition, qui serait un mouvement de retour vers les territoires perçus comme des lieux de solutions possibles pour affronter les défis d'aujourd'hui. C'est un lieu de rencontre de potentiels partenaires, les associations, les élus, les habitants, qui peuvent aider finalement à raisonner un nouveau modèle économique pour les acteurs. Et ce faisant, peut-être réussir à véritablement inventer cette économie de la transition dont on nous parle. Et du coup, quelque part, ce faisant, l'approche par le paysage pour aller vers l'économie de la transition ne conduirait-elle pas à une forme de réencastrement de l'économie dans le social, dans le territoire, et ce faisant dans l'environnement, l'écologie, l'écosystème, en acceptant de réencastrer l'économie dans le social et l'écologie, une entreprise peut construire une autre valeur pour les services et les biens qu'elle produit. Et enfin, il semblerait quand même aussi qu'un autre intérêt de ce réencastrement de l'économie dans le social et l'écologie pourrait permettre aux acteurs de construire
probablement une meilleure résilience de leurs activités qui peuvent être extrêmement menacées par les crises que nous connaissons. Et donc ce réencastrement dans le social et l'économique pourrait aussi être porteur de cette valeur-là pour les acteurs, à savoir un plus grand partage peut-être de la valeur d'un côté, mais un plus grand partage également de la manière d'assurer la résilience des activités pour le bienfait de tous. Et deuxième élément de réponse, comme l'ont montré tous les débats de cette journée, c'est que le paysage nous est bien clair, ce que nous venons d'entendre est encore confirmé, qu'il est irréductible à la seule valeur économique. On peut l'appréhender par la valeur économique, mais elle est extrêmement réductible par rapport aux valeurs qu'apporte le paysage et que nous avons évoquées. Et dès lors, le paysage ne nous enseignerait-il pas qu'une économie de la transition devrait réinterpréter sa conception des chaînes de valeur, au sens littéral du terme, pour y intégrer ces différentes dimensions de la valeur du paysage à travers le territoire, ses usages, ses habitants et tout ce qu'il peut constituer comme lieu de la transition. Alors, je pourrais même aller jusqu'à l'étymologie du mot économie, qui vient de grec, alors oikou, donc la maison, nomos, la règle, à savoir, selon Aristote, qui est considéré comme un des premiers économistes, les règles de gérer la maisonnée et de bien gérer les ressources pour ceux qui y habitent. Et donc, ne serait-ce pas là les prémices, finalement, de ce que nous nommons aujourd'hui un commun, ressources, maisonnées, habitants, qui constituent un commun qu'il faut arriver à gérer en bonne intelligence, de façon à assurer la prospérité de la maisonnée, de ce qui nous est commun. Et dès lors, l'analyse des valeurs du paysage, donc, qui a été au cœur de notre réflexion, peut alimenter, il me semble, une réflexion extrêmement féconde sur une économie de la transition, sur la base d'un réagencement entre l'économie, le social et l'écologie, qui prennent en compte la dimension systémique que nous avons tellement de mal à appréhender, la dimension systémique des ressources, perçue comme un commun qu'il faut inventer et à co-construire à l'échelle d'un territoire et avec toutes les parties concernées.